C'est un honneur et un plaisir de présenter le parcours d'un grand médiéviste très attaché à Montpellier, tel est Vincent Chalais. Les premiers éléments de sa biographie dénotent un cursus scientifique rapide et brillant, 1992-1997, élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, 1994 agrégé d'histoire, 1997-1998 attaché du livre à l'ambassade de France en République socialiste du Vietnam, 2002 thèse de doctorat en histoire médiévale sur la révolte des Tuchets en Languedoc en 1381-1384, 2003 maître de conférence en histoire médiévale à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Ses publications sont nombreuses et reconnues par ses pairs, des articles dans des revues, Annales du Midi, Revue historique, je ne citerai pas toutes les revues, et communications dans des colloques sur les thèmes suivants: révolte paysanne et urbaine au Moyen-Âge, consulat à Montpellier à Béziers, le rite des entrées solennelles à Montpellier au XIVe et XVe siècle, article très important, dialogue entre le roi de France et ses sujets languedociens, la guerre de Cent Ans. Alors vous avez compris que sa période privilégiée, c'est plutôt le XIIe et le XIIIe, mais sur plus encore les XIVe et XVe siècles. D'un abord plus facile, bien que ces publications sont très lisibles, mais d'un abord plus grand public, on peut évidemment lire dans l'histoire de Montpellier, la dernière histoire de Montpellier, dirigée par Christian Amalvi et Rémi Pêche chez Privat, deux contributions, Le temps des dilemmes, 985-1204, ou l'histoire d'un miracle urbain, ça va, et Malheur du temps, ou reconfiguration du politique, Montpellier dans la guerre de Cent Ans. Les axes de recherche qu'il mène sont de deux types, c'est lui-même qui l'a déclaré. Étude comparée des révoltes médiévales à l'échelle européenne et leur mise en perspective dans le cadre de la jeunesse de l'État moderne et la constitution d'un espace public politique. C'est un programme du ministère de la Culture espagnol, donc c'est un programme très important. La deuxième axe, c'est la construction des identités urbaines dans l'espace méridional et plus particulièrement à Montpellier. Et le projet pluridisciplinaire du Petit Alamus, qui comprenait des médiévistes, des historiens du droit, des occitanistes, des archivistes. Donc ce projet pluridisciplinaire du Petit Alamus, d'édition électronique de ce Petit Alamus, plus exactement, à partir de 8 manuscrits conservés, dont le plus important était conservé aux archives municipales de Montpellier, et les archives et la ville l'ont numérisé, faisait évidemment partie de ce deuxième axe de recherche sur les identités urbaines dans l'espace méridional, plus particulièrement à Montpellier. Bien sûr, il avait été édité en 1840 par la Société archéologique de Montpellier, mais cette édition était bien dépassée, et je crois qu'il nous l'expliquera, ça a vraiment renouvelé la connaissance, tout ce travail. Alors, je ne vais pas donner les étapes de ce projet Talamus, mais enfin, il a donné lieu à des publications, là aussi assez facilement accessible, le bulletin historique de la ville de Montpellier. Donc, il y a eu, en 2019, il y a eu un article de Vincent Chalais, et puis il y a eu cette exposition de 2014 qui a donné lieu aussi à un dossier spécial, presque l'intégralité du bulletin historique de la ville de Montpellier. On sait très bien que pour l'histoire de Montpellier, ce bulletin est fondamental. Alors, le projet de la mise en valeur de l'histoire médiévale, vous l'avez vu, de l'histoire médiévale de Montpellier est au cœur de sa problématique. Il a d'ailleurs continué après le Petit Alamus avec un important colloque qui réunissait une vingtaine d'universitaires sur l'histoire de Montpellier, sur l'écriture et mémoire de Montpellier médiéval. Et là, on est au cœur du sujet qu'il va traiter ce soir. Par rapport à ses responsabilités scientifiques, il était donc naturel que Vincent Chalais vienne aujourd'hui présenter une analyse du Petit Alamus, document monument de l'histoire montpelliéraine, XIIIe, XIVe siècle. Et je veux, à mon nom, après les remerciements du président et du secrétaire perpétuel, le remercier de nous faire ce plaisir. Merci, monsieur Chalais. Bien. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Merci, monsieur Gudin de Vallerin. Mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs. Je suis évidemment très heureux de pouvoir vous présenter ici ce projet sur le Petit Alamus de Montpellier et d'être d'une certaine manière le porte-parole individuel d'un projet éminemment collectif s'il en est. On vous a dit qu'effectivement ce projet avait réuni
un certain nombre d'universitaires, à la fois des historiens médiévistes, des historiens du droit, des historiens de l'art, des occitanistes, des archivistes. Un certain nombre d'entre eux sont dans la salle aujourd'hui et évidemment, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un projet qui est un projet collectif et que sans finalement cette recherche conjointe, rien n'aurait été possible. Alors, j'ai intitulé cette conférence Analyse d'un monument document de l'histoire consulaire, expression que j'emprunte à Jacques Le Goff, tant il est vrai que ce manuscrit est un manuscrit tout à fait exceptionnel dans l'histoire montpelliéraine, et je dirais même que la constitution de ces manuscrits, je vous en parlerai tout à l'heure, mais en fait, on parle du petit Alamus, mais il existe en réalité une dizaine de manuscrits. Eh bien, ces manuscrits sont véritablement la pierre angulaire, sans doute, de la construction de l'identité montpelliéraine à partir du début du XIIIe siècle. Vous savez sans doute que le consulat montpelliérain n'apparaît qu'à partir de 1204, 1205, 1206 pour être plus exact. Et finalement, très rapidement, ce consulat montpelliérain va mettre en place un certain nombre de livres qui sont des livres monumentaux, qui sont des livres tout à fait composites, et il nous a semblé, donc à l'équipe pluridisciplinaire qui s'est occupée de ce projet, qu'il était important de remettre en lumière ces textes-là, de les remettre également à disposition du public, parce que vous avez parlé effectivement de cette vieille édition qui a été faite dans les années 1840 par la Société archéologique de Montpellier. Cette édition nous a paru, disons, légèrement dépassée d'abord parce qu'elle manquait sans doute de notes et elle ne correspondait plus tout à fait à, disons, aux normes de l'érudition contemporaine, des notes philologiques, des notes juridiques, des notes historiques, l'identification des personnages, etc. Et puis également parce que cette édition de 1845, eh bien, elle ne permettait pas sans doute la mise en regard des différents manuscrits, ce qui est aussi l'avantage, bien entendu, d'une édition qui est une édition électronique. Et il nous apparaissait important aussi de faire figurer une traduction de ce texte, puisque la pratique de l'occitan médiéval, je dirais malheureusement, c'est probablement perdu à Montpellier, ou en grande partie perdu, et ce qui apparaissait comme un texte très lisible sans doute au milieu du 19e siècle, n'est peut-être pas si lisible que ça au début du 21e siècle. Et donc finalement, ça nous a permis aussi de travailler sur une traduction de ce texte, ou sur la traduction de l'un de ces manuscrits, plus précisément, et donc de restituer finalement au public ce monument document de l'histoire montpelliéraine. C'est aussi pour ça que je vous ai mis ici une miniature qui figure dans l'un des manuscrits du Petit Alamus, et cette miniature, elle représente quoi? Eh bien, elle représente tout simplement un crieur public. Un crieur public parce que dans la société médiévale, il importe de faire connaître et de faire entendre les choses dans une société qui, du point de vue de la compréhension de l'écrit, est sans doute plus restrictive, évidemment, que la nôtre. Alors, pourquoi s'intéresser à ce manuscrit ou à cet ensemble de manuscrits? Eh bien, je vous propose d'abord de commencer par la découverte d'un projet qui est un projet scientifique qui a été en grande partie rendu possible, certes par la conjonction des travaux des universitaires, mais aussi parce que nous avons pu obtenir le soutien financier d'un certain nombre d'institutions, dont l'Agence nationale de la recherche, qui a largement contribué à ce projet. Et évidemment, ce projet n'aurait pas été rendu possible non plus sans le soutien financier de la ville de Montpellier et des archives municipales de Montpellier, qui ont évidemment tout fait pour nous faciliter la tâche en tant que chercheurs. Alors, ce projet, disons que dans la manière dont il a été conçu d'emblée comme étant un projet totalement pluridisciplinaire. Un projet totalement disciplinaire qui mettait finalement en chantier à la fois des historiens médiévistes et modernistes, des philologues et des linguistes spécialistes de l'occitan médiéval, des historiens du droit et une historienne de l'art, avec comme objectif, et cet objectif a été atteint, vous pouvez d'ailleurs consulter cette édition électronique, donc un projet qui était celui de l'édition scientifique et électronique d'un manuscrit qui est conservé
aux archives municipales de Montpellier, sous la cote AA9, et qui est connu sous le nom d'usage, on va dire, du petit thalamus. Le terme de petit thalamus désigne en fait ce qui est couché, ce qui est écrit, et par extension en fait ce qui est écrit, d'où ce terme qu'on trouve aussi à Narbonne, mais qu'on ne trouve, qui est assez spécifique quand même à Montpellier et à Narbonne, et qu'on ne trouve pas ailleurs, même si d'autres villes ont pu produire des manuscrits de ce type-là. Alors, ce manuscrit sur lequel on s'est arrêté, le manuscrit AA9, c'est un manuscrit qui est exécuté à partir de 1333 et qui va être continué de manière diverse dans les années 14, jusque dans les années 1450. Alors, avec évidemment une échelle chronologique qui doit être élargie, puisque ce manuscrit va remonter évidemment en amont, en intégrant des éléments qui sont des éléments historiques qui précèdent évidemment 1333, et en gros on va remonter jusque sur les débuts du consulat dans les années 1200-1205, et en revanche les annales occitanes à proprement parler, elles s'arrêtent en 1426. Le manuscrit sur lequel on s'est arrêté, je dirais, contrairement par exemple à ce que font des gens qui travaillent sur l'édition par exemple de chroniques ou l'édition d'un livre médiéval, c'est pas le manuscrit original, on pense d'ailleurs que le manuscrit original est perdu, mais c'est au contraire le plus tardif. Pourquoi le plus tardif? Parce que évidemment c'est celui qui nous apporte le plus d'éléments sans doute, et c'est le seul à nous livrer des informations sur la dernière partie d'activité du petit thalamus, notamment sur le XVe siècle et sur la fin du XIVe siècle. Alors je vous disais, c'est une pierre angulaire de la construction de l'identité montpelliéraine, et effectivement c'est, on peut dire, la pièce maîtresse sans doute dans la vaste entreprise de reconstruction mémorielle à laquelle se livre, à partir des années 1220, le consulat médiéval montpelliérain, qui est quand même tout jeune, mais qui est apparu en deux temps. On a eu une première tentative d'apparition du consulat montpelliérain en 1141, écrasé par une révolte. Puis, deuxième étape, c'est la mise en place définitive du consulat à partir de 1204. Et ce l'on constate, en fait, c'est que dès les années 1220, donc dans une période avec une genèse extrêmement courte, le consulat montpelliérain va finalement se doter de la totalité des attributs du consulat. C'est-à-dire une maison consulaire, qui apparaît extrêmement tôt à Montpellier, en tout cas compte tenu de l'émergence du consulat montpelliérain, un grand sceau, qui est le premier sceau, en fait, le grand sceau des consuls, et puis un ensemble de textes qui sont en grande partie des textes de nature juridique. Le petit thalamus va enregistrer donc les privilèges qui sont concédés à la ville, et on va voir que tous les manuscrits en fait comportent les coutumes de Montpellier, un texte qui est absolument fondamental, et donc quelqu'un dans la salle pourrait vous parler bien mieux que moi. Des textes de nature législative que l'on appelle les établissements. Il va enregistrer également ce que l'on appelle les criers publics, et c'est aussi pour ça que je vous avais mis cette figure de crieur public. Les serments des officiers, c'est un texte, je vous montrerai des images de ces manuscrits, c'est un livre qui sert aussi de livre juratoire, donc les officiers vont prêter serment sur ces livres-là, et donc ces livres enregistrent également le serment qu'ils doivent prêter, les LUD, et puis ce qui est peut-être pour les historiens, disons, l'une des parties les plus intéressantes, évidemment, une chronique, ou plutôt des annales, faudrait-il dire, qui sont dérivées en fait des listes consulaires, ce qu'on appelle les fastes consulaires, et qui sont établis à partir du début du XIIIe siècle. Alors, me direz-vous, pourquoi ce document est-il un document exceptionnel, ou pourquoi s'agit-il d'un ensemble de documents tout à fait exceptionnels? D'abord parce que nous avons en fait la plus ancienne chronique urbaine rédigée dans une langue vernaculaire pour toute l'Europe occidentale. Donc c'est quelque chose qui est véritablement tout à fait exceptionnel. Les annales occitanes sont rédigées, comme leur nom l'indique, en occitan à partir de 1260. Et on a également des statuts qui sont rédigés en langue vernaculaire de manière extrêmement précoce.
C'est un point que je souligne parce que d'habitude, et c'est un petit peu ce que l'on a, disons, coutume d'entendre, on attribue en fait le passage du latin au vernaculaire à une invention des cités italiennes. Et on cite toujours le Calefo Vecchio de Sienne, qui lui date seulement, entre guillemets, de 1302. Donc vous voyez que la ville de Montpellier est capable finalement de mettre en place quelque chose qui est une innovation linguistique, d'une certaine manière, sans précédent véritable en Europe. Alors pour des raisons qui sont encore des raisons débattues, moi j'ai ma petite opinion là-dessus. Certains de mes collègues ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus, mais probablement aussi parce que Montpellier, à la différence des autres grandes villes ou d'autres grandes villes de l'Occident médiéval, n'a pas de passé romain. Et évidemment, ça joue quand même sans doute beaucoup, à mon avis, pour une reconstruction historique qui est plus libre. D'une certaine manière, à Montpellier, on n'éprouve absolument pas le besoin de se rattacher à un hypothétique passé romain, alors que les grandes cités italiennes, elles, inscrivent véritablement leur tradition historiographique dans cette continuité avec le passé romain, et l'usage du latin fait sens, évidemment, pour ces cités italiennes. À Montpellier, je dirais, l'usage du latin, pendant longtemps, est une évidence, parce que c'est aussi une écriture qui est une écriture de notaire. Mais, en revanche, vous n'avez pas cette obligation nécessaire de vous rattacher à un passé qui serait un passé romain. Donc, ce choix de l'occitan, il fait quand même un document qui est un document pionnier, pour le petit Alamus, dans l'émergence d'une conscience qui est une conscience politique et linguistique d'une ville médiévale. Avec, on en reparlera, je vous montrerai le passage exact, où on passe de l'occitan au latin. Ce passage est visiblement un ressaisissement linguistique d'un pouvoir politique qu'on vient de perdre, notamment dans l'affrontement avec Jacques de Majorque, Jacques Ier, le roi d'Aragon. Donc ce passage du latin à la rédaction occitane, il nous renvoie aussi d'une certaine manière à la scripta languedocienne, parce que ce qui va être intéressant aussi d'un point de vue linguistique, c'est qu'on a évidemment différents manuscrits qui datent de différentes époques. Ce qui permet également de travailler sur l'histoire de la langue, sur l'évolution de la langue, avec notamment, les spécialistes en parleraient mieux que moi, mais ce que l'on appelle des traces d'hypercorrection, et évidemment un niveau de langue qui est un niveau écrit et qui n'est pas le niveau parlé du montpelliérais. Donc ça permet finalement de faire progresser l'état des connaissances en matière d'histoire de la langue et de la graphie occitane. Du point de vue historique, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un éclairage qui est un éclairage en profondeur sur le processus de recomposition d'une mémoire historique urbaine. Pourquoi ? Précisément parce qu'on a différents manuscrits. Et donc on peut comparer l'état des différents manuscrits. Autrement dit, on voit bien que, à intervalles qui sont des intervalles réguliers, le consulat fait un retour sur ses origines. Et que le petit Alamus n'enregistre pas seulement l'histoire de la ville, mais en fait il crée l'histoire. Il crée une mémoire commune et il va créer la ville en tant qu'universitas. Et donc finalement, le petit Alamus joue un rôle qui est un rôle absolument fondamental dans l'émergence d'une conscience qui est une conscience urbaine. Et disons que l'existence de plusieurs manuscrits rédigés à des moments différents est là aussi quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Dans la plupart des villes, en fait, on a un manuscrit de ce type-là. Montpellier a la chance d'en avoir préservé une dizaine. Et une dizaine qui vont permettre justement la comparaison du point de vue historique à des moments qui sont des moments différents. Je vous montrerai des exemples et on voit comment finalement la mémoire, l'histoire disons de Montpellier se recompose en fonction d'événements contemporains, ce qui est un processus tout à fait logique, mais que là on peut étudier véritablement en profondeur. L'un des intérêts aussi de travailler sur cet ensemble de textes, c'est que Montpellier bénéficie d'un dynamisme qui est un dynamisme législatif quasiment sans équivalent dans les villes du Midi. Et Montpellier constitue finalement un jalon qui est un jalon absolument fondamental dans la constitution du droit commun européen, et ça permet évidemment d'étudier l'influence du droit romain sur le droit coutumier
On est dans une ville où, évidemment, l'enseignement du droit romain est quelque chose de tout à fait important, de tout à fait fondamental. Quand même la première ville où on enseigne le droit romain en dehors de Bologne, de manière un peu constituée, mais en même temps où les coutumes, la fameuse charte de coutumes de Montpellier, joue un rôle qui est un rôle absolument fondamental. Et cette charte de coutumes, elle figure dans l'ensemble des manuscrits, dans l'ensemble des Talmudi. Donc il était évidemment intéressant de se pencher sur la relation justement entre le droit romain et le droit coutumier dans une ville comme Montpellier. Ce que l'on voit également, c'est les développements de ce que l'on appelle la potestas statuendi des consuls de Montpellier, c'est-à-dire la possibilité pour les consuls d'avoir un pouvoir qui est un pouvoir de nature législative, d'édicter un certain nombre de statuts, qu'on appelle aussi parfois des établissements, et donc d'avoir des textes qui sont des textes de nature juridique et qui sont pris par les consuls. Là encore, c'est quelque chose qui est relativement exceptionnel dans les villes du Midi. Tous les consulats n'ont pas cette potestas statuendi. Enfin, dernier point, les talamis vont permettre également d'avoir une histoire du consulat montpelliérain dans le temps long. Alors, je dis histoire du consulat montpelliérain. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on va être face à la construction d'une histoire qui est une histoire quasi officielle. C'est-à-dire que cette histoire, elle est prise en charge directement par le consulat montpelliérain, puisque ces annales occitanes, elles sont rédigées en fait par le notaire du consulat. Ce qui d'ailleurs, d'un certain point de vue, quand on compare la situation montpelliéraine avec celle d'autres grandes villes du Midi, et notamment les cités italiennes, provoque d'une certaine manière une anesthésie de l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas, pour l'époque médiévale, à Montpellier, d'écriture d'une histoire qui serait une histoire concurrente ou divergente. On n'a pas l'équivalent pour les marchands montpelliérains de ce que l'on a en Italie, notamment les livres de mémoire. Donc finalement, on a l'impression que cette histoire, elle est complètement prise en charge par le consulat lui-même de manière officielle et que finalement ça interdit à quiconque de se saisir de la matière historique pour la raconter d'une autre manière. Donc on a une vision qui est une vision officielle mais qui est une vision dans le temps long. Pourquoi ? Parce que après une certaine interruption des annales occitanes qui s'arrête en 1426, on va avoir une reprise de ces annales à la fin du XVIe siècle, avec un changement qui est un changement linguistique. Les annales occitanes s'arrêtent et les annales qui redémarrent sont des annales qui sont écrites en français. On sait que la francisation de l'écrit dans une ville comme Montpellier, elle date à peu près des années 1450. C'est dans les années 1450 qu'on observe véritablement ce basculement, avec notamment un manuscrit qui est le manuscrit du cérémonial des consuls, qui est daté du milieu du XVe siècle et qui lui est écrit en français. Donc on voit comment effectivement ce rapport à la langue change. On est dans une ville qui va utiliser 3 langues pour ses écrits administratifs et consulaires, le latin au début, l'occitan à partir de 1260 et puis le français à partir de 1450. Et ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment de se demander pourquoi à l'époque moderne, on a eu besoin ou on a éprouvé la nécessité de reprendre et de se réapproprier un modèle qui est un modèle médiéval. Dans une ville qui est clairement une ville en crise, en grande partie aussi parce qu'elle a été divisée et complètement travaillée par les guerres de religion, avec un affrontement religieux qui est évidemment très lourd dans le cadre montpelliérain. Alors, ce projet, ici je vous livre un peu une image, mais une image figée et pas dynamique de ce qui a été l'une de nos principales réalisations collectives. Voilà ce qu'on voulait réaliser collectivement, c'est-à-dire un site internet qui est hébergé sur une plateforme qui est la plateforme Humanum et qui permet à tous les internautes d'aller fouiller finalement dans ce manuscrit. Et évidemment je vous incite bien entendu à aller vous promener sur ce site-là, qui permettent et donc qui mettent en regard à la fois les images numérisées du manuscrit A9. Donc les archives municipales de Montpellier ont réalisé ce travail-là avec une numérisation à plat, qui permettent également d'avoir un accès qui est un accès intégral au texte, donc avec la transcription. Vous avez également une traduction et également des notes qui sont des notes historiques
J'aurais pas dû prendre cette image-là parce que les notes historiques n'avaient pas été complétées au moment où j'ai repris cette image-là. Mais voilà. Et donc ça, on l'a réalisé à la fois pour les Annales occitanes, pour la chronique française, avec également un certain nombre d'introductions qui permettent de mieux comprendre finalement la genèse de ce texte-là et son importance pour l'histoire montpelliéraine, avec également l'identification de la totalité des personnages ou des lieux qui sont cités dans cette œuvre, qui est une œuvre assez monumentale quand même. Donc là encore, il nous a semblé que c'était important de pouvoir la restituer. Alors par ailleurs, une édition qui est une édition électronique, ça permet aussi un avantage considérable par rapport à une édition papier, c'est de pouvoir naviguer entre les différents manuscrits. C'est-à-dire que quand il y a des variantes des textes, eh bien on les a intégrés à cette édition électronique, ce qui permet justement de comparer ces phénomènes de mémoire et de construction de la mémoire, ce qui permet de voir comment finalement le même événement nous est raconté au milieu du XIIIe siècle, dans la première moitié du XIIIe, à la fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle. Et on voit bien que le même événement ne nous est pas raconté de la même façon. Donc il y a des choses qu'on va d'ailleurs complètement éliminer dans ce phénomène de recomposition de la mémoire. Il y a des choses qu'on va au contraire mettre en exergue. Il y a des choses qu'on va interpréter de manière totalement différente. Et donc ça, évidemment, une édition qui est une édition de type électronique permet justement de jouer sur ces différents usages, sur ces différents niveaux de lecture et sur cette différente périodisation. Alors par ailleurs, comme on sait aussi que les éditions électroniques parfois risquent de manquer de pérennité, on est aussi en train de travailler sur une édition papier. Je crois qu'on avait calé la date de cette conférence pour que je puisse vous présenter le volume papier. Malheureusement, comme beaucoup de choses, évidemment, ça a pris un certain retard, mais enfin, on espère quand même pouvoir le publier les Annales occitanes en 2022 normalement, si tout va bien. Alors, deuxième partie de mon intervention, c'est vraiment sur l'archéologie de ce manuscrit médiéval. Archéologie d'un ou de plusieurs manuscrits médiévaux, comme vous allez le voir. D'abord en vous donnant quand même la liste des différents manuscrits qui ont été conservés. Alors, dans ces différents manuscrits, on distingue généralement ce que l'on appelle les grands thalamis et les petits thalamis. Alors, la différence est d'abord évidemment une différence de format. Les grands thalamis, ce sont des manuscrits qui ont quand même une dimension qui est une dimension tout à fait considérable. On considère généralement, mais là encore c'est discuté, c'est aussi ce qui est bien dans la recherche, parce qu'on n'est pas toujours d'accord. On considère que le manuscrit original est un manuscrit perdu. Les versions du Petit Thalamus nous disent qu'on a commencé à le composer en 1221. On se demande si quand même il n'y a pas des feuillets qui sont parvenus jusqu'à nous, et si en réalité le manuscrit qui est noté ici A n'est pas tout simplement le manuscrit original. Bon. Donc on a dans cette catégorie-là 4 manuscrits. Vous voyez que on a eu la chance quand même d'en conserver 2 à Montpellier. Il y en a un qui est le plus ancien, qui se trouve aux Archives nationales de France et qui a été emporté à Paris par un certain Guillaume de Nogaret. Et c'est pour ça que ça se retrouve en fait dans les archives royales puis Archives nationales de France. Donc on distingue des grands thalamis et puis on distingue des petits thalamis que je vous ai mis ici. Donc vous voyez les dates de composition s'étaler, je vous les ai mis par ordre chronologique, avec un basculement qui est un basculement dans les années 1260 du latin vers l'occitan. Moi, je vais attirer votre attention sur, évidemment, le AA9, qui est notre livre star, je dirais, qui est en tout cas celui qu'on a numérisé et celui sur lequel on a travaillé essentiellement, réalisé après 1315, avec des ajouts, vous voyez, jusqu'au XVIIe siècle. Je vous montrerai des exemples. L'un des intérêts aussi de travailler sur ces manuscrits, c'est que ce sont des manuscrits vivants. C'est-à-dire, ils sont pas figés dans un état.
mais on a énormément de notes, énormément d'annotations, de notes marginales, des dessins, ce qui fait que, évidemment, pour un historien, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux, finalement, de pouvoir travailler sur ces manuscrits par rapport à un manuscrit qui n'aurait pas bougé et qui serait resté, en fait, dans son état de composition. Et puis, je vais attirer votre attention aussi sur le dernier manuscrit, qui est noté ici comme étant le manuscrit K. Pourquoi? Parce que c'est un peu un appel à la population d'une certaine manière. C'est un manuscrit dont on possède un microfilm qui est aux archives départementales de l'Hérault. Le microfilm a été réalisé en 1961. Je suis en train de travailler avec un certain nombre de collègues sur ce microfilm à l'heure actuelle. Donc on a déterminé que ce manuscrit était lié à la cour du bail. C'est même très probablement le manuscrit du bail. En tout cas, c'est le manuscrit qui ne bouge pas de la cour du bail. Il a été réalisé après 1303. Il porte un titre, mais qui est un titre de la fin du XVIe siècle. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas où il est. Donc on n'a que le microfilm. Alors je vous montre une image de ce microfilm. Alors ici c'est le début des évangiles selon Saint Jean. Donc voilà ce qu'on a. Je dirais c'est malheureux parce que c'est probablement le manuscrit qui est le plus enluminé de toute la série, quasiment. Et on a évidemment des images qui sont seulement des images en noir et blanc. Donc c'est quand même un tout petit peu dommage. Il est probablement du début du XIVe siècle. On est en train de travailler un petit peu sur sa datation. Mais voilà, si vous avez dans vos greniers quelque chose qui ressemble à ça, n'hésitez pas à nous en faire part. On serait très heureux de pouvoir au moins le numériser et avoir une numérisation de bonne qualité, ce qui permettrait quand même aussi de le rendre plus lisible. Il est d'autant plus intéressant qu'il semble faire également un certain pont entre l'arrêt, disons, des annales occitanes et la reprise de l'époque moderne, parce qu'on a énormément de mentions qui sont des mentions marginales, qui sont de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Donc il est quand même extrêmement intéressant et effectivement on aimerait pouvoir travailler dessus. Je vous ai dit tout à l'heure en introduction que c'était plutôt un bilan, mais en fait c'est là qu'on se rend compte que ces projets de recherche, une fois qu'on les a commencés, on n'arrive jamais quasiment à en sortir. Alors je vous disais que finalement ces manuscrits sont à la fois très divers, qu'ils ont également énormément vécu parce qu'ils ont été constamment réutilisés. Ce sont des manuscrits qui sont des manuscrits vivants dans l'histoire du consulat montpelliérain, c'est-à-dire également pendant toute l'époque moderne, on va les consulter, on va les annoter, et ceci quasiment jusqu'à la disparition du consulat, donc jusqu'à la Révolution française. Tous ces manuscrits comportent une copie de la charte de coutume de 1204. Je vous ai mis ici un manuscrit qui est conservé à la faculté de médecine, à la section de médecine de la bibliothèque universitaire. Et je vous ai mis en rouge ce qu'on appelle la rubrique, puisque c'est effectivement écrit avec une encre rubrica, donc qui est rouge, et qui nous dit donc que voilà, ce sont les franchises et les coutumes de la ville de Montpellier. Tous les petits talamis, tous les grands talamis s'ouvrent quasiment sur les coutumes de Montpellier, ce qui est quand même le signe aussi de l'importance absolue de ce texte dans la constitution de l'identité et, disons, des libertés montpelliéraines, des libertates. Évidemment, le terme de liberté n'a pas tout à fait le sens à l'époque médiévale que celui qui est le nôtre. Alors, là encore, pour vous montrer aussi un petit peu la diversité de ces manuscrits, c'est aussi ça qui est intéressant. Voici celui qui est aux Archives nationales de France, qui est conservé sous la forme de feuillet, donc il y a plus de reliure, mais c'est en tout cas le témoin qui est le témoin le plus ancien en fait de cette tradition des talamis à Montpellier. Et vous avez ici en fait des années, c'est ce que l'on appelle nous les fastes consulaires, c'est-à-dire que on va donner l'année et ensuite on va donner systématiquement la liste des 12 consuls montpelliérains. Et en fait c'est cette tradition-là qui va, après un certain nombre de développements, donner ce que l'on appelle des annales. C'est pour ça qu'on appelle ça les annales, c'est parce que évidemment l'histoire est racontée année par année.
Même si à la fin, on sent quand même que dans les dernières années, et disons même à partir des années 1350, 1360, on voit que ce modèle des annales est en train d'évoluer vers de véritables chroniques, avec parfois des anticipations, avec parfois des retours en arrière, mais en tout cas, au début, ce sont clairement des annales. On a la liste des consuls, la liste des principaux officiers consulaires, et puis, petit à petit, on va se mettre à ajouter un certain nombre de notes qui concernent des événements, notamment, évidemment, quelque chose qui ressemble à un obit, avec la mention de mort, par exemple. Et puis progressivement, évidemment, un discours qui est de plus en plus développé et de plus en plus construit. Avec sur cette image quelque chose qui est assez symptomatique aussi des premiers manuscrits que l'on a, c'est-à-dire une image graphique qui joue systématiquement sur du rouge et du bleu, avec cette alternance de rouge et de bleu qu'on va trouver beaucoup dans les manuscrits, et donc des lettrines ici qui sont des lettrines articulées et alternées entre du rouge et du bleu. Alors beaucoup de ces manuscrits comportent également un calendrier qui dans la plupart des cas n'est pas illustré, le manuscrit du A9 par exemple n'a pas de calendrier qui est illustré, je vous montrerai à quoi il ressemble, mais on a au moins un manuscrit qui nous livre un certain nombre d'enluminures. Alors donc c'est un manuscrit qui se trouve aujourd'hui à Bruxelles, à la Bibliothèque Royale, et vous voyez que ces miniatures, d'ailleurs, sont des miniatures d'un art presque naïf, d'une certaine manière, qu'on a pu rapprocher de l'art des closoirs, vous savez, ces petits éléments qu'on fixe sur les plafonds peints et qui sont destinés à dissimuler les poutres. Et voici le mois de septembre tel qu'on le représente dans ce calendrier où vous reconnaissez évidemment sans peine le moment où on est en train de presser les raisins dans ces cuves et donc de fouler le raisin. Je vous en montre une autre parce qu'elles sont quand même elles sont quand même plutôt jolies. C'est le mois de décembre, et le mois de décembre, qu'est-ce qu'on fait au Moyen-Âge? Eh bien, on tue le cochon. Et donc, c'est ce que l'on a ici représenté avec un personnage qui tient un merlin et qui va donc tuer ce cochon. Et vous voyez que la marmite est déjà prête derrière pour apprêter évidemment les morceaux de viande du cochon. Là encore, petit appel à la population, ce manuscrit qui faisait partie du fonds de la Société archéologique de Montpellier a été vendu à un libraire parisien au XIXe siècle et malheureusement, il y a un certain nombre d'images qui ont été coupées. Puisque ça se faisait au XIXe siècle où on découpait les images comme ça pour les vendre de manière individuelle. Donc il ne nous reste plus que 8 images sur les 12 évidemment que comportait ce manuscrit. Donc si jamais vous voyez passer dans des ventes une image qui ressemble un petit peu à ça, là encore on sera évidemment extrêmement intéressé pour pouvoir récupérer l'image. Alors, je vous disais, ce projet a été l'occasion véritablement de travailler sur l'archéologie du manuscrit. Les archives municipales ont été extraordinaires avec nous parce qu'elles nous ont permis de déposer la reliure qui était une reliure du 19e siècle, ce qui a permis de travailler sur la constitution véritablement de ce manuscrit, de comprendre les cahiers, vous savez que ce sont des cahiers de parchemin, de comprendre la manière dont ils avaient été reliés entre eux, et voici à quoi ressemble en fait un manuscrit médiéval une fois qu'on a enlevé la reliure. Je crois que pour beaucoup d'entre nous, ça a été quand même l'une des premières occasions de voir un manuscrit sans reliure et de voir véritablement la composition de ces manuscrits. Il a été restauré à Arles, où il y a un centre spécialisé en la matière. Là où je vous disais c'est un manuscrit qui est un manuscrit à la fois tout à fait exceptionnel et tout à fait composite, ce manuscrit du A9, c'est qu'on va trouver dans ce manuscrit A9, en dehors des structures principales du texte, un certain nombre de choses qui ont été notées en fait sur des espaces qui étaient des espaces restés vierges. Et voici l'une des plus anciennes mentions de la répartition spatiale des délégués aux États de Languedoc. On n'en a quasiment pas de mentions qui soient des mentions antérieures. Alors celle-ci est difficile parce qu'elle n'est pas datée précisément, sinon par l'écriture. Mais vous le lisez peut-être de là où vous êtes. On nous indique quoi? On nous indique que Medius est rex, au milieu se tient le roi.
même si on sait que le roi est rarement présent lors des états de Languedoc, c'est plutôt le lieutenant général du roi. Et puis on nous indique que du côté gauche, il y a notamment les consuls de Montpellier qui ouvrent la liste, et puis du côté droit, il y a qui? Les capitouls de Toulouse. Et donc vous avez déjà cette répartition qui est une répartition spatiale qui est indiquée ici, et c'est quelque chose qui est relativement rare, cette indication d'une composition spatiale et d'une disposition spatiale de ces délégués à l'intérieur des états généraux de Languedoc. Voilà, je vous disais, c'est mal daté, à voir l'écriture. J'ai l'impression que c'est plutôt de la fin du XIVe siècle, mais c'est difficile de préciser très exactement les choses. Là où je vous disais également que ces manuscrits sont des manuscrits vivants, et c'est ça qui en fait quand même tout l'intérêt aussi pour des chercheurs, le manuscrit A9 comporte également un calendrier. Un calendrier qui est un calendrier liturgique, et normalement c'est quand même la fonction de ce calendrier. Il comporte également ce manuscrit ce qu'on appelle des tables pascales, c'est-à-dire des tables en fait qui vont permettre de calculer pour chaque année la date de Pâques. La date de Pâques est absolument essentielle évidemment dans le calendrier médiéval, et donc on a besoin de connaître cette date pascale. Vous savez que Pâques est une fête mobile. Et donc vous voyez, alors ici je vous ai mis le mois de février, mais vous voyez qu'au départ on a finalement des indications qui sont relativement éparses, relativement rares, et puis on va rajouter un certain nombre de dates, on rajoute un certain nombre de saints. Alors par exemple un saint très local, Saint Fulcran, l'évêque de Lodève. Vous voyez que Saint Fulcran n'apparaissait pas au départ sur la première version. On ajoute Saint Valentin martyr, on ajoute la date de la tentation du Christ par le diable, et puis alors ces mentions sont difficiles à dater. En revanche, vous voyez qu'on a des indications qui parlent de la lettre dominicale et qui elles sont datées et qui nous permettent de voir que ce manuscrit a continué à être utilisé ici au moins jusqu'en 1439, puisqu'on a des mentions marginales là qui datent de 1439. Et c'est là où je vous disais, effectivement, on a des annales qui vont s'arrêter en 1426, et c'est pas pour ça que le manuscrit s'arrête de vivre. Et le manuscrit va continuer derrière sa propre vie. Alors, ces manuscrits servent également, je vous l'ai dit tout à l'heure, de livres juratoires. Voici, donc ça c'est un manuscrit qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France, qui comporte une très belle scène de dédicace à la Vierge, donc où vous avez les consuls qui sont agenouillés, et vous voyez qu'ils tiennent en fait un livre dans les mains. Et évidemment, il donne ce livre à l'enfant Jésus ou à la Vierge. L'enfant Jésus est sur les genoux de la Vierge. Vous savez que Montpellier est une ville qui est dédiée à la Vierge, donc c'est aussi pour ça qu'elle figure ici. Ce qui est intéressant, là encore, sur la vie de ces manuscrits, c'est un manuscrit, là encore, qui s'ouvre par les coutumes de Montpellier. Pas de problème, c'est ce que nous dit la rubrique. Mais en fait, le texte est très effacé. Pourquoi est-ce qu'il est très effacé? Parce qu'il faut imaginer des centaines et des centaines d'officiers qui sont venus prêter serment en posant leurs mains sur ce manuscrit. Et donc au bout d'un moment, avec la sueur, en fait, eh bien, ça finit par effacer plus ou moins l'encre de ce manuscrit-là. Et vous voyez que là, pour le coup, en travaillant sur cette archéologie du document, on peut retrouver presque des gestes quotidien d'utilisation du manuscrit, ce qui est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire, je trouve, pour un chercheur. Là, pour le coup, on voit vivre d'une certaine manière ce manuscrit également dans ses usages. On voit également comment ce manuscrit a été équipé d'un certain nombre, disons, de dessins qui vont aider le repérage. Alors, il y a évidemment une table dans ce manuscrit, mais qui vont aider au repérage des textes et qui vont aider à l'utilisation de ce manuscrit. Donc, je vous ai mis ici un exemple. On est dans le serment que fait l'écuyer du consulat au seigneur consul.
Et donc on va avoir le texte en fait de ce serment. Moi, homme, écuyer du consulat, des seigneurs consuls, je jure que, etc. Et vous voyez que dans la marge, on a fait quoi? On a mis le dessin d'un écuyer, et cet écuyer, il a les mains de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il est en train de prêter serment. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on a fait ce petit dessin? Eh bien parce que ça permet effectivement à ceux qui vont utiliser ce texte et qui vont avoir besoin à un moment donné d'avoir accès au texte du serment, de se repérer beaucoup plus vite et d'arriver directement sur cette page-là où voilà, ce dessin leur indique que c'est là qu'il faut aller chercher le serment des écuyers, enfin de l'écuyer du consulat. Donc là encore, c'est une marque qui est une marque d'utilisation finalement de ce manuscrit. Là encore, c'est quelque chose qui nous montre cette utilisation du manuscrit et qui nous montre aussi d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez intéressant quand on travaille là-dessus et surtout quand on va aujourd'hui aux archives municipales de Montpellier. Je pense que la directrice des archives municipales, si vous arrivez avec votre stylo bic et que vous commencez à écrire sur ce manuscrit, elle va vous arrêter tout de suite. De toute manière, ce manuscrit est maintenant est difficilement consultable, mais c'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant, et vous voyez donc un certain nombre de générations, y compris des archivistes du 19e siècle, ont en fait écrit leurs commentaires dans la marge. Et alors, effectivement, ici c'est une mention qui est une mention assez amusante. On nous dit quoi? Que cette année-là, en septembre, il y a eu une éclipse de soleil, mais on ajoute un Day Jones, de jour. Et c'est bizarre, hein, effectivement. Pourquoi préciser que cette éclipse de soleil a eu lieu 2 jours? C'est assez évident. Et donc, il y a un archiviste qui a souligné des Jones et qui a mis 3 points d'exclamation dans la marge. Voilà. Parce qu'effectivement, ça l'a surpris. Ça nous a surpris aussi. Donc là, je vous ai mis la transcription. Voilà, ça l'a beaucoup surpris de trouver ça. Et donc, il a inscrit son commentaire dans la marge. On voit aussi que, là encore, c'est pour vous montrer, mais je vois que, évidemment, le problème, c'est que quand on a travaillé aussi longtemps sur un manuscrit, on pourrait en parler pendant 3 heures. Ici, c'est pour vous montrer aussi, toujours dans cette archéologie du document, le double système de foliotation. Vous voyez que en haut de cette image, dans le coin supérieur de gauche, vous avez en fait 2 indications de foliotation. Une foliotation à l'encre rouge et une foliotation à l'encre brune. En l'occurrence, on est soit au folio 55, soit au folio 71. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique qu'il y a eu un premier état du manuscrit. Et puis évidemment, le consulat montpelliérain a continué à produire des textes. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé la reliure, on a inséré des nouveaux manuscrits. Et bien entendu, il a fallu folioter ces nouveaux cahiers de parchemin, et du coup, toute la foliotation a dû changer et a évolué. Et donc, en regardant ça, on peut savoir que finalement, il y a eu au moins 2 états du manuscrit avec 2 foliotations qui sont des foliotations différentes. Ici, on est sur ce que le texte appelle le commencement du consulat. Et ce commencement du consulat, eh bien, il est fixé à l'année 1204, c'est-à-dire l'année de la charte de coutume, évidemment. Et même si on sait que officiellement, en fait, les probi homines ne s'appellent consul qu'à partir de 1206. Ça, c'est très net. Mais ici, on fait commencer un peu fictivement, d'une certaine manière, le consulat en 1204, sous la protection quasi tutélaire des armes du consulat, l'argent au tourteau de gueule, arme des Guillaumes, devenue en fait arme du consulat. Et vous voyez là encore que ce texte comporte tout un tas d'annotations qui sont des annotations marginales. Alors je vous en avais mis ici un exemple où on a le texte et dans la marge, alors vous avez déjà visiblement un texte, un renvoi dans la marge.
Pourquoi? Parce que, évidemment, on avait oublié une partie de mots, hein, et donc c'est comme ça qu'on se corrige, hein, à l'époque médiévale. Bon, parfois on gratte, mais c'est pas très élégant. Mais souvent, en fait, quand on a oublié un mot, on met un petit signe dans le manuscrit, et ensuite on fait un renvoi, qui est un renvoi marginal. Et on a également une mention qui est une mention marginale. Alors dans une écriture qui est plutôt une écriture du 15e, hein, ici, et qui nous dit il s'agit de la nativité de Monseigneur Charles, fils du roi. Donc là encore, eh bien, tous ces événements qui sont des événements historiques ont été annotés, commentés, signalés en marge par les notaires du consulat, par les consuls eux-mêmes. Et donc là encore, vous voyez qu'on a un manuscrit qui est un manuscrit extrêmement vivant. Troisième partie, mais si je me suis pas trompé, il me reste 5 minutes, c'est ça à peu près, peut-être un tout petit peu plus. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est comment finalement ces annales occitanes fonctionnent comme l'invention d'une identité urbaine. Et surtout comment finalement on peut voir les recompositions de mémoire. Recomposition de mémoire parce que au départ finalement on part d'une écriture qui est une écriture assez sèche, hein, qui est quasiment l'écriture de notaire. Je vous ai mis ici l'année 1216 telle qu'elle apparaît dans le plus ancien manuscrit, donc là on est encore dans des manuscrits latins, hein, enfin écrits en latin, et vous voyez que on a bien les noms de nos différents consuls. Alors il y en a un qui est mort en exercice, donc il a fallu le remplacer, et puis le nom du bail, et également le nom du notaire du consulat, donc un certain Salvatore de Antonikis. Donc on est sur une écriture qui est une écriture très simple, hein, et vous voyez là on est dans ce que l'on appelle les fastes consulaires. Voilà. Il s'agit simplement de donner le nom des consuls, éventuellement le nom d'un certain nombre d'officiers. Là on s'est tenu au bail et au notaire. Le premier événement à proprement parler qui apparaît dans ces manuscrits, c'est la prise du château de Madière en 1217. Ce qui est intéressant, c'est là encore de voir finalement les différentes versions, et c'est ce que je vous disais, on peut comparer finalement des versions. C'est ça qui est assez incroyable dans cette succession de manuscrits. Le plus ancien manuscrit nous dit, lors de ce consulat, on s'est emparé en fait du castrum de Madière le jour de la Saint-Vincent. Bon. La seconde version est à peu près semblable, hein, si ce n'est que le nom a un peu bougé. La version C nous dit simplement que cette année-là, le castrum, le castel de Madière a été pris, mais sans nous donner la date. En revanche, le manuscrit E nous livre une version qui est une version beaucoup plus intéressante, parce que là on arrive à comprendre pourquoi on est allé s'emparer du castrum de Madière. Hein, et en fait, ce sont les hommes de Montpellier qui sont allés s'emparer du castrum de Madière, qui est donc en Larzac. En fait, c'est un castrum qui garde la route qui va vers le Larzac, hein, le point d'accès au Larzac. Ils ont détruit le château, ils l'ont incendié. Pourquoi? Parce que en fait, on avait affaire à un seigneur qui est un seigneur brigand. Hein. Et donc là, on a finalement une politique du consulat de Montpellier pour assurer la liberté de circulation et la liberté de commerce dans son arrière-pays. Et on a un phénomène ici qu'on connaît ailleurs, hein, c'est globalement ce que l'on appelle le phénomène de constitution du contado dans les grandes cités italiennes. Alors sur une échelle qui est une échelle un peu plus réduite, et puis ici on est sur un processus qui est sans doute un processus très inachevé. Je voulais vous montrer d'abord ce basculement quand même. Là on est dans le même manuscrit, hein, le Grand Thalamus. On est dans le même manuscrit. En 1259, vous le voyez, le texte est en latin. 1260, le texte est en occitan. Et là, pour le coup, ça nous donne évidemment la date très nette, hein, de ce basculement, effectivement, entre le latin et l'occitan. Et donc, on peut dater de manière très précise l'adoption de l'occitan comme langue du consulat et comme langue qui apparaît ici à l'intérieur de ce petit thalamus. Ce que je voulais vous montrer aussi à travers quelques exemples, c'est comment finalement la réécriture de l'histoire montpelliéraine va dans le sens d'une histoire qui est de plus en plus apaisée
et qui est de plus en plus pacifié. Et ça, on le voit justement quand on met en regard un certain nombre de versions. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est évidemment ce qui s'est passé en 1141-1143. Bon. 1141-1143, c'est la première émergence d'une tentative consulaire à Montpellier. Alors, le manuscrit, qui est le manuscrit dit de Bruxelles, nous dit quoi? En 1141, les hommes de Montpellier ont expulsé leur seigneur de la ville. Il est allé à Latte, il a fait la guerre pendant 2 ans et il a pu reprendre la ville par siège avec l'aide du comte de Barcelone. Et on ajoute, à cause en fait de ce siège, eh bien cette année-là, 10 fèves valaient 1 denier. Bon. Et le manuscrit à 9, il nous dit quoi? En 1141, 10 fèves valaient 1 denier à Montpellier. Et en fait, cette mention, elle est quasiment incompréhensible, parce que quand on regarde juste le manuscrit à 9, on se dit, mais pourquoi ils se sont souciés en 1330 de nous dire qu'en 1140, 10 fèves valaient 1 denier? Ça n'a aucun intérêt. Sauf qu'en réalité, ils ont voulu garder la date, parce que cette date, elle correspond à la première émergence du consulat montpelliérain. Deuxième exemple, c'est la révolte de Montpellier contre Jacques d'Aragon, une affaire qu'on appelle l'affaire des oboles de Latte en 1252. Là encore, le manuscrit de Bruxelles nous dit quand même pas mal de choses. Il nous dit en 1252, ce Jacques, roi d'Aragon, donc Jacques le Conquérant, il a exigé en fait les oboles de Latte. Et donc, comme il a exigé de percevoir les oboles de Latte, qui sont un impôt, qui est un impôt en fait sur le commerce. Le commerce maritime se fait évidemment à Latte, qui est l'avant-port de Montpellier. Eh bien, on a sonné la cloche et les hommes de Montpellier sont accourus en armes. Et ça sonne en fait le début de la rébellion. Et dans le manuscrit A9, on nous dit quoi? Rien. Voilà. Là, on a un événement qui est un événement quand même particulièrement conflictuel, qui a totalement disparu de la mémoire officielle. Et donc, vous voyez comment on réécrit en fait constamment cette histoire, de manière à montrer d'ailleurs une émergence qui est une émergence quasiment paisible, quasiment pacifiée du consulat montpelliérain. On le voit d'ailleurs en 1204. En 1204, le manuscrit de Bruxelles nous dit en fait ça n'a pas été si pacifié que ça. Parce que, évidemment, il a fallu abattre les maisons des Lambert, des Tournemire, etc., qui sont des lignages qui gravitent en fait dans l'entourage de Guillaume IX. Voilà, donc il y a eu quand même des conflits. Mais ça encore, c'est quelque chose qu'on va totalement évacuer d'une certaine manière. J'en arrive à ma conclusion. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est finalement que l'étude de ces manuscrits permet quand même de voir d'une certaine manière, et je reprends ici une citation que tout le monde connaît, celle de Paul Venn, comment on écrit l'histoire. En tout cas, comment on écrit l'histoire à Montpellier au Moyen-Âge. Et on voit que cette écriture de l'histoire, eh bien, elle correspond aussi à la définition que donne Paul Venn, c'est-à-dire c'est une progressive mise en intrigue. Alors, ce que Paul Venn appelle la mise en intrigue, c'est, dit-il, ce mélange très humain et finalement très peu scientifique de causes matérielles, de faits et de hasards. Et donc, on voit comment progressivement on glisse de mentions qui sont des mentions analytiques extrêmement sèches, avec simplement le nom des consuls, à l'élaboration d'un récit qui se fait de plus en plus dense et qui se fait de plus en plus construit. Deuxième point, c'est cette idée que, voilà, on est quand même sur une histoire qui est une histoire officielle, celle du consulat. Et lorsque le consulat fait retour sur ses origines, eh bien, il a tendance à évacuer de sa mémoire à la fois la dimension seigneuriale. Dans les manuscrits les plus tardifs, les Guillem, ils apparaissent quasiment pas. Ils apparaissent quasiment pas parce que cette mémoire seigneuriale, on a tendance à l'évacuer de l'histoire consulaire, tout simplement. Et c'est une histoire qui est réécrite également de manière à gommer les aspérités de l'histoire montpelliéraine, donc il va être réécrite dans un sens de pacification. Et ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que finalement, quand on lit un certain nombre d'historiens, on a l'impression qu'ils ont été presque abusés par ça. C'est-à-dire que l'idée générale qu'on a souvent, c'est que l'émergence des consulats méridionaux, elle s'est faite de façon très paisible.
C'est-à-dire avec simplement l'évolution d'un conseil qui était un conseil de boni et pro biomines, et puis finalement le seigneur passe un peu la main et ça finit par donner un consulat. Quand on regarde dans beaucoup de cas précis, on se rend compte que voilà, l'émergence des consulats a été quand même beaucoup plus violente que ça. Troisième point, c'est que on a ici une évolution qui est une évolution historiographique qui se fait quasiment à rebours du politique. Pourquoi à rebours du politique? Parce que en réalité, on voit comment les scansions de ces annales occitanes correspondent quasiment à chaque fois à des pertes d'autonomie de la part du consulat montpelliérain. Le basculement du latin en occitan, il intervient pourquoi, à mon avis? Parce que Jacques d'Aragon reprend la main en fait sur le consulat montpelliérain en 1259-1260. Et donc là, vous avez un réinvestissement linguistique, et donc l'idée d'écrire une histoire qui soit une histoire montpelliéraine dans la langue montpelliéraine, dans l'occitan, qui n'est plus le latin, qui est le latin officiel royal. De la même façon, on voit comment l'intégration dans le royaume de France, à partir du moment où le roi de France achète en fait la part qui lui manquait en 1346, eh bien à ce moment-là, on voit comment il y a une sorte d'hyperinflation des annales avec un récit qui est de plus en plus développé. Alors qu'au contraire, il y a une perte d'autonomie de ce consulat montpelliérain. Donc tout se passe comme si finalement le consulat montpelliérain réinvestissait dans l'écriture ce qu'il perd en termes d'autonomie politique. Et puis, la dernière idée, c'est quand même qu'on est dans une ville qui, d'une certaine manière, invente une tradition. Et parmi ces inventions, il y a justement le vernaculaire comme langue administrative. C'est quand même tout à fait exceptionnel d'avoir cet usage aussi précoce de l'occitan dans un texte qui va être un texte aussi construit, aussi développé que celui des annales occitanes. Et là encore, il me semble que finalement, notre travail de recherche, il remet en cause un certain nombre d'affirmations qu'on trouve partout, et notamment la primauté des grandes cités italiennes dans l'adoption du vernaculaire. Il y a quelque chose qui est évidemment très intéressant aussi, d'ailleurs, dans le fait d'avoir des statuts qui sont des statuts en occitan. C'est quand même la volonté aussi d'avoir des statuts qui soient compréhensibles par l'ensemble de la population. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'est peut-être aussi d'ailleurs finalement une leçon politique que nous donnent ces consuls de Montpellier à quelques siècles de distance. Et je vous remercie pour votre attention.